Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de Surnwad. J'ai toujours pas d'internet, ça va pas revenir avant le 3 février normalement, donc ça va être compliqué pour les jours à venir. On va essayer de faire le maximum de vidéos dans des conditions qui sont pas évidentes, hein, on va pas se mentir. Donc, bilan des coureurs au top, flop, et puis on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape numéro 3 avec un magnifique coup du kilomètre qui était très très bien orchestré par Quinn Simmons et par la Trek. On va revenir sur tout ça et puis on gardera le parcours de l'étape de ce soir, étape numéro 4. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu lors de cette étape. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0 sur le Dakar 87 sur Spotify et puis TikTok. Bon, en ce moment TikTok, je vais pas vous mentir que vu que j'ai pas internet, je me concentre sur YouTube. TikTok, on va attendre de réavoir une connexion internet filaire pour le faire retourner. On s'attendait à un sprint et du coup on n'a pas eu de sprint aujourd'hui sur cette étape 3 qui s'est déroulée dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Il faisait chaud, 38-40 degrés alors qu'on était plutôt en deuxième partie de journée. Il y avait pas mal de vent, surtout dans le final au niveau du circuit de l'autodromo. C'était très compliqué, il y avait du vent notamment pour arriver sur l'autodrome. Il y a eu une chute assez importante. Mais tout simplement parce qu'il y avait pas mal de vent de côté à cet endroit-là et que le vent était assez fort à la sortie de la ville de Velikum. Et puis ensuite, sur le circuit, il y a eu deux attaques majeures, celle de Bevilacqua, le coureur de Eolo. Alors je précise bien, c'est Bevilacqua, pardon, le coureur d'Eolo Cometa, parce que du côté de Eurosport Angleterre, on a eu un Bevilacqua, un truc comme ça. Bon, c'était compliqué pour les commentateurs d'Eurosport Angleterre, on va pas se mentir, pendant tout le direct, il y a eu un moment cup of tea, c'est-à-dire ils ont bouffé en direct, c'était du grand n'importe quoi le direct de Eurosport Angleterre. Du côté donc de Bevilacqua qui a tenté sa chance, ça c'était dès l'entrée sur le circuit. Et puis ensuite, ça a été au tour de Quinn Simmons qui a bien senti le coup et qui remporte donc la première course de la saison pour la Trek. C'est pas Mats Pedersen, c'est notre ami Quinn Simmons, mais coureur d'un très bon niveau. Et on a failli avoir un grand moment avec Richetze. Oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, Richetze, parce qu'on me l'a mis dans les commentaires, mais peut-être que c'était pas clair pour certains. Richetze prend sa retraite à la fin de cette course, c'est pour ça que j'en ai parlé. Richetze prend sa retraite à la fin de cette course. Il devait rejoindre BNB Hotel pour être le poisson pilote peut-être autour de Cavendish, être dans le train de Cavendish. Sauf que le BNB Hotel Project ne s'est pas fait et donc il a été, lui il dit en interview avant ce tour d'argent de San Juan, qu'il a été complètement délaissé par Cavendish, qui ne l'a plus du tout rappelé après, et donc ça l'a énormément déçu. Voilà, c'était pour faire le résumé de cette affaire. On s'attendait à un sprint, on n'a pas eu de sprint, le coup du kilomètre, beaucoup de vent, et puis voilà, ça a été plutôt une belle journée. On va revenir encore, petit point organisation, certains avaient peur de l'arrivée, au final non, c'était pas trop technique, à part que je ne comprends pas pourquoi, on a un circuit automobile. Circuit automobile, c'est-à-dire qu'on a 7 mètres de large, c'est des largeurs de piste qui sont énormes. Pourquoi, dans les 500 derniers mètres, on rétrécit la route avec des barrières publicitaires qui font, avec une route qui doit faire 3 mètres de large? Ça, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce qu'il y avait la place pour avoir une magnifique arrivée, avec 6-7 mètres de large, alors que là, on a rétréci la route. Pourquoi on a rétréci la route? Ça n'avait pas d'intérêt. En passant également, quand il y a une piste automobile, on essaye d'éviter que les 3 premiers virages soient court-circuités par une quinzaine de coureurs du peloton.
Ça aussi, quand ils sont rentrés sur la piste, ils ont pété les deux premiers virages. Il y avait un peu de goudron, on va dire. Et ils ont traversé plein nord. Ça aussi, c'est un petit peu du n'importe quoi. Et puis, en termes d'organisation, au niveau caméra, c'était quand même mieux qu'hier. Hein. Hier, c'est compliqué. Bon, malgré tout, c'était pas top, quoi. Je comprends pas cette idée de filmer de manière latérale les coureurs. C'est bien de temps en temps, mais alors c'est plus important, c'est d'avoir des plans larges. Là, on avait très peu de plans larges, on comprenait pas grand-chose à ce qui se passait. Et surtout, sur le final de l'étape, sur les 15 derniers kilomètres, on avait un soleil rasant. Et ce qui fait qu'en termes de colorimétrie, on ne voyait plus rien. Mais vraiment, il y a des moments, notamment dans la traversée de la ville, de Vilicum, on ne voyait plus rien parce que le soleil était rasant et que les caméras faisaient pas le contraste, n'avaient pas modifié leur mise au point, leur colorimétrie, donc c'était un peu du n'importe quoi. Autre souci au niveau de l'organisation. Je me dis, cette organisation, c'est quand même du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même des photographes. Je sais pas si vous avez vu les photographes passer. Ils sont en short sur les motos. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui sont en short sur les motos de course. Vous voulez décéder avec des greffes de peau ou comment ça se passe? Je comprends pas comment, du côté du CI, on autorise ça. C'est pas une tenue réglementaire pour faire de la moto. Je sais bien qu'il fait 40 degrés, mais normalement, on doit avoir une tenue réglementaire pour faire de la moto. Et là, c'était pas le cas du tout. Hein. Du côté des photographes, surtout, il y avait 2-3 photographes qui étaient en moto. C'était du grand n'importe quoi. Je crois qu'il y avait aussi le mec, il n'avait pas de tenue adéquate. C'est le chronométreur aussi qui était en pantalon traditionnel, c'est-à-dire en pantalon de costume. Vous voyez, le pantalon un petit peu large là. Mais pas en tenue de motard. Faut des tenues de motard. Enfin, je comprends pas comment les mecs sont sans tenue de motard. Mais bon. C'est-à-dire, ils veulent vraiment mourir avec des rêves de peau. C'est-à-dire, cette course-là, c'est-à-dire, si on devait noter tous les soucis d'organisation, je pense qu'on peut remplir un cahier 24-32 d'au moins 96 pages, je pense. Facilement. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Quinn Simmons. Très bien joué de la part de Quinn Simmons qui a bien senti le coup. Il faut parfois avoir un peu de vista. Quinn Simmons, il en a quand même pas mal. Et là, il voit qu'on est à la sortie d'un virage, de l'un des rares virages un petit peu serrés sur le circuit automobile. Et il voit surtout qu'il y a peu d'organisation en tête de peloton à ce moment-là. C'est-à-dire que autant il y avait des équipes qui emmenaient très très bien jusqu'aux abords du circuit. Une fois entré dans le circuit, j'ai eu l'impression que ça s'est désorganisé un petit peu. Et surtout après la ligne droite opposée, on va dire, où là ça a été beaucoup plus compliqué pour les équipes de s'organiser, et Quinn Simmons il s'est dit banco, j'y vais, là c'est pas organisé, ça roule plus très fort, j'y vais. En plus c'est une zone où il y avait peut-être du vent de 3/4 d'eau, donc il a été poussé sur les premiers mètres, et puis après il s'en est très très bien sorti. Et Quinn Simmons est un coureur puissant. Alors, ceux qui se rappellent quand même, l'année dernière, il tient la route de Van Aert pendant 45-50 bornes. Et un Van Aert qui était en grande forme lors de l'étape, c'était Binche, le départ, je ne sais plus, c'était l'étape la plus longue du Tour de France. Longwy, voilà, c'était Longwy, à l'arrivée à Longwy. Il fait 50 bornes dans la route Van Aert, dans une étape où ça avait roulé super fort. On avait dû faire du 46, du 47 de moyenne sur 220 km, c'était énorme. Donc c'est un coureur qui sait faire ce type de numéro, il l'a déjà fait dans sa carrière, et tu lui laisses pas 4-5 mètres. Et en fait, Quinn Simmons, on s'aperçoit que c'est la performance qu'il a fait derrière Van Aert, ça lui a donné beaucoup de confiance, parce que je pense que ce jour-là, il s'est dit, oui, je peux être avec les meilleurs dans ce rôle-là de baroudeur. Je pense qu'il n'en avait pas conscience encore, Quinn Simmons. Et ça a débloqué quelque chose dans sa tête. Et je trouve que c'est un coureur qui, depuis ce moment-là, a vraiment énormément a passé un cap ce jour-là, très fort. C'était pas un mauvais coureur, Quinn Simmons, mais moi, c'est un coureur où je le disais tout le temps, il est arrivé en World Tour trop tôt, trop jeune. Et il n'a pas encore montré vraiment un potentiel de coureur World Tour. Là, ça fait depuis 6 mois, 7 mois, qu'il montre un gros potentiel quand même de coureur de World Tour.
Très belle journée de la part de Quinn Simons. Et c'est très bien joué de la part de Trek. Parce que Trek est à l'avant du peloton à ce moment-là. Sauf que Aberasturi, il finit à 10 secondes. C'est-à-dire qu'Aberasturi, il était déjà pas dans les roues à ce moment-là. On roulait pas pour Aberasturi. On roulait peut-être pour Quinn Simons pour tenter un sprint avec Quinn Simons, et là il s'est dit bah banco, hein, j'y vais parce que là je suis en tête de groupe, en plus j'ai peut-être plus de coureurs pour m'aider, il y a encore pas mal de sprinteurs, faut tenter le coup du kilomètre. Ça a parfaitement marché. C'est rare en plus ces dernières années que le coup du kilomètre marche. On a eu Burgodo. Non, pas Burgodo, en plus Burgodo c'était pas le coup du kilomètre, c'était 15 km. Il y a peu de fois maintenant où c'est vrai que le coup du kilomètre c'est un truc qu'on voyait assez régulièrement, notamment sur les grands tours. Cancellara à Compiègne est un magnifique coup du kilomètre. Moi je dirais également, pour ceux qui s'en souviennent, Postelberger sur le Giro, qui avait fait également un magnifique coup du kilomètre, qui avait tenu, mais c'est quelque chose maintenant qu'on voit plus énormément dans le cyclisme, parce que ça va tellement vite dans l'arrivée des sprints que c'est difficile de sortir déjà du peloton, et une fois que vous êtes sorti du peloton, vous n'arrivez pas à créer un écart. Mais là, il l'a fait magnifiquement bien, et il a eu la vista de le faire. C'est-à-dire, il faut avoir l'intelligence, quand on est à ce moment-là de la course, devant, de se dire « je tente ma chance ». Je prends le risque, et il a osé prendre le risque, et ça c'est bien, mais c'est un coureur qui prend pas mal de risques dans ses stratégies, qui n'hésite pas à partir en échappée. Moi j'aime bien ce type de coureur-là. On voit beaucoup trop de coureurs qui sont des suiveurs. On pense à Geraint Thomas, on pense à Kelderman. Ça fait du bien d'avoir des coureurs qui ont un petit peu d'intelligence tactique de temps en temps. Je poursuis avec Richetze. Bah oui, Richetze, ça a failli être la belle histoire de ce Tour d'Argentine, mais ça montre qu'il a encore des très bonnes jambes. Moi, Richetze, je l'ai beaucoup critiqué l'année dernière, mais sur son placement dans le train de UAE. Je trouvais qu'il le mettait poisson pilote, alors pour moi, il a plus la giclette pour être poisson pilote. Et on le voit, quand il est en son sprint, Richetze, il rattrape absolument pas Quinn Simons. Alors Quinn Simons n'est pas un pur sprinter. Il a plus la capacité de faire des sprints. Richetze, c'est plus, on l'a vu sur la course, c'est plus sa spécialité, les sprints. Par contre, Richetze, pour moi, il est toujours en capacité d'être dans le train, d'être dans les mecs pour amener dans le dernier kilomètre. Pour moi, il a les qualités pour faire un peu du Callum Scottson, ce qu'il fait chez Groupama. Et je trouve que c'est triste. Après, on l'avait dit, hein, quand l'équipe a fermé, qu'il y aurait des gens qui se retrouveraient sur le carreau. C'était en plus la mauvaise année, je l'avais dit lors de ma vidéo sur BNB Hotel. Bon, je m'attendais pas à ce qu'un Parisella retrouve un contrat et pas Jérémy Lecros. Mais oui, c'est sûr que la chute de BNB Hotel, elle a été catastrophique. Et j'espère que Jérôme Pinot en a conscience, mais je crois qu'il était plutôt en vacances dans les îles. Notre ami Jérôme Pinot, il aime le soleil. Comme disait un chanteur, quand on est au soleil, la misère est moins terrible. La misère est moins terrible au soleil. Voilà, on va y arriver. Du Charles Aznavour. Pour Jérôme Pinot, ça a l'air d'être vrai. C'est quand même dommage qu'un mec comme Alexis Goujard, qu'un mec comme Jérémy Lecros se retrouve dans cette situation. Pour tout vous dire, on m'a acheté à Noël, comme cadeau d'anniversaire, on m'a acheté Pro Cycling Manager 2020, parce que moi j'ai jamais les jeux de la dernière année, parce que j'aime pas mettre, et je dis toujours aux gens de pas mettre, je supporte pas quand on a des jeux qui sont maintenant à 70 balles, ça m'énerve. Ou même à 30 ou 40 balles, ça m'énerve, moi, des jeux à ce prix-là. Et je préfère avoir des jeux qui soient pas de l'année, et donc j'ai BNB Hotel et j'ai Goujard, et c'est de la simulation, bien entendu informatique, mais la dernière fois, j'ai vu Jérémy Lecros 7ème de la course auquel je participais en mode pro cycliste, et j'avais pareil avec Goujard qui était dans l'échappée. Ça m'attriste toujours un petit peu que ces mecs-là n'aient pas réussi à trouver des contrats, surtout qu'en plus ils n'ont pas fait des mauvaises saisons. Je rappelle que Lecros a fait quand même 7ème d'une étape du Tour. Il se retrouve chez les amateurs. Voilà. C'est quand même super triste. Et Richetze se retrouve à la retraite. Et pareil pour Pierre Rolland, pour
Pierre Rolland, il n'a pas pu connaître la fin de carrière qu'il souhaitait. Il aurait voulu, je pense, faire son apothéose à Paris-Bourges. Bon, il a fini au moins, il a fini sur Paris-Bourges. Je savais qu'on en avait parlé. Je crois qu'on en avait même parlé à l'arrivée de Paris-Bourges. J'avais dit c'est peut-être son dernier jour de course de sa carrière parce que ça commençait à sortir pas beau. Je crois qu'on en avait parlé au moment de Paris-Bourges de Pierre Rolland. Et Cyril Gauthier, voilà, il s'est arrêté sur une Crow Race. Je pense que c'était pas son objectif de carrière de s'arrêter à la Crow Race. Donc voilà, c'est un petit peu triste pour ces coureurs-là. Je termine avec Gaviria. Pourquoi Gaviria? Eh bien parce qu'il fait encore un super sprint. On le voit pas énormément parce que c'est encore pas très bien filmé. Mais Gaviria, il fait un super sprint parce que alors j'ai l'impression qu'il est encore pas super bien emmené. Après, bon, c'est avec la réalisation de locale. Si vous avez vu autre chose, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Pour moi, il n'est pas super bien emmené, Gaviria. Par contre, il fait encore un super sprint, comme la veille. Et en plus, il fait un sprint très propre, Gaviria. C'est-à-dire que voilà, il a la bonne direction, il fait un sprint tout droit, il fait le moins de chemin possible par rapport à d'autres coureurs. Donc c'est vraiment bien, je trouve, en ce moment, ce que fait Gaviria. C'est une course qui va lui donner de la confiance au coureur colombien, parce que là, il finit 4e, mais vraiment, il finit encore très très fort sur les 25-30 derniers mètres. Et je pense que ça, c'est l'entraînement qu'il a fait sur la piste pendant l'intersaison, qui lui a fait beaucoup de bien, parce que ça lui donne vraiment la giclette. Sur les 25-30 derniers mètres, il est toujours à vitesse constante, alors que les autres ont plutôt tendance à légèrement décélérer. Surtout que c'était encore un sprint atypique, parce qu'on était en descente sur le circuit. Donc c'est-à-dire qu'on arrivait très très vite. Il y avait une petite cuvette aux alentours des 150 mètres. Donc voilà, c'était assez atypique encore. Et puis en plus sur un circuit, mais on était sur une route qui était peu large. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Jacobsen. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Soudal Quick-Step, mais c'est Lampard qui a sprinté et Jacobsen finit assez loin. Il finit pas dans le premier groupe, il finit dans le groupe à 2 secondes, je crois. Mais il n'a pas du tout pu sprinter, Jacobsen. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du coureur de la Soudal Quick-Step, mais voilà, il finit seulement 34e. Alors que pourtant, encore une fois, avant l'entrée sur le circuit, ils sont bien en place. On voit Remco Evenepoel qui emmène, on va dire, le petit train de la Soudal Quick-Step, et ça se passait vraiment plutôt très très bien. Et c'est sur la fin où ça s'est vraiment dégradé. Mais il y a quand même un truc aussi à prendre en compte, c'est que Morkov est à 32 secondes. Donc est-ce que ils ont perdu leur train? À un moment, il y a eu des chutes sur l'entrée sur le circuit. Il y avait beaucoup de vent de côté. Donc est-ce que ça a été un problème pour les coureurs de la Soudal Quick-Step qui se sont fait manger à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent de côté. On sait que maintenant, avec les jantes hautes, c'est très compliqué d'être vraiment stable au niveau d'un peloton quand il y a du vent, vraiment des rafales vent de côté. Donc, est-ce que ça a été un problème? Et Jacobsen n'a absolument pas pu faire son sprint. Et il est absolument pas dans le bon groupe. Il finit avec Remco Evenepoel, mais voilà, à 2 secondes en plus, parce qu'il y a une petite cassure. Et Morkov, donc 32 secondes, pas du tout dans le bon groupe du côté de Morkov, c'est dommage. Ça va, c'est pas top pour l'équipe parce que forcément, on a certes réussi un sprint. Alors le sprint qu'ils ont réussi est plutôt très bien réalisé la veille, mais sur 3 sprints, il y en a 2 de ratés. Alors certes, il y en a un qui est raté pour cause de mauvais aiguillage, mais là aujourd'hui, on se demande un petit peu ce qui s'est passé du côté de la Soudal Quick-Step. Je continue avec un autre coureur, c'est Viviani. Alors Viviani, hier, je critiquais déjà le coureur italien, mais là aujourd'hui, il est très très loin. Viviani, il n'a pas les jambes pour le moment, Elia Viviani, parce qu'il finit à 14 secondes 65e. Il n'a pas du tout résisté. On a vu Ghana à un moment en tête de peloton, par exemple. Donc là aussi, chez Ineos, ils sont en place pour aider Egan Bernal notamment, parce que ça va être le gros match Evenepoel-Bernal lors de l'étape 5. Mais Viviani, on ne l'a pas vu encore. Et quand tu finis dans un groupe distancé, c'est pas très rassurant sur ta condition physique. Et Viviani, certes, dans ses objectifs, il y a les sprints, sur les grands tours, mais c'est aussi un bon coureur de classique. Alors sur certaines classiques, il peut être bon, Viviani,
Il a déjà gagné des semi-classiques flandriennes dans sa carrière. Ça arrive quand même dans pas si longtemps que ça. L'ouverture de la saison en Belgique, c'est dans un mois. Donc pour Viviani, le voir en difficulté sur une course où ça roule à 44 de moyenne, mais c'est pas non plus. Il y avait pas mal de vent, donc qui a poussé les coureurs à certains moments. Alors certes, même si ça roulait fort, même s'il y a eu une échappée qui a bien résisté dans un premier temps. C'est quand même inquiétant pour Viviani de ne pas le voir en capacité de rester avec le peloton. Donc on va voir, c'est vrai qu'on est qu'en janvier, mais les objectifs de Viviani du début de saison, il faudra peut-être les revoir un petit peu à la baisse pour le coureur italien. Et puis je termine avec le coureur d'Astana, parce que ça fait 2 jours d'affilée qu'il n'arrive pas à sprinter, le coureur d'Astana, Gleb Syriza. On l'avait vu le premier jour, il fait 5. Et là, ça fait 2 jours qu'on ne le voit pas. Mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a vu des coureurs de la formation kazakh à l'avant de la course? Non. Et ça, c'est terrible, c'est qu'on ne les voit pas depuis le début de saison. C'est vrai qu'on ne les a pas vus au Down Under. Là, on ne les voit pas beaucoup plus à San Luis. Alors, on verra si Terrada ou le petit Harold Martin Lopez, mais qui a déjà perdu 5 minutes, mais je pense plus Terrada arrive à faire quelque chose au niveau du général. Mais bon, ça peut être compliqué quand même, parce que pour moi, Terrada, c'est plus un puncher qu'un pur grimpeur. Donc, face à des Evenepoel, face à Egan Bernal, ça peut être compliqué. Et puis surtout, Syriza, encore une fois, c'est ce que disait Eka Berastouri. Mais si vous n'avez pas un train pour emmener votre sprinter, ça sert à rien. Et moi, je me dis que je suis quand même inquiet parce que autour de Cavendish, il lui faut un train. Il y a Syriza qui peut être comme poisson pilote. Il y a Chesbol, vous avez Moscone. Voilà quoi. On résume un petit peu les coureurs qui. Il n'y en a pas beaucoup des coureurs qui sont capables d'emmener un sprint pour Cavendish. C'est bien de recruter Cavendish, mais c'est mieux de recruter Cavendish avec un train. Là, pour le moment, autour du coureur britannique, c'est un petit peu calme. Donc ça, c'est un petit peu triste également. Oui, puis Astana, oui, qu'on ne voit pas, mais encore une fois, on disait, c'est une équipe qui est quand même plus proche d'être dans les dernières, de se sauver in extremis pour rester en World Tour dans 3 ans, que de rester en World Tour facilement. Je pense que c'est une équipe qui va avoir du mal. Et je suis pas sûr en plus que les sponsors restent si cette équipe est en 2e division. Je suis pas sûr qu'Astana en 2e division, les Kazakhs, ils décident de continuer à mettre de l'argent dans cette formation. Donc c'est un petit peu inquiétant, je trouve, pour l'équipe kazakh, mais qui n'est plus un des grands budgets aussi de World Tour. C'est-à-dire que ce qui faisait leur force, c'est d'avoir augmenté un petit peu les budgets en World Tour quand ils sont arrivés, est maintenant devenu une contrainte pour eux. On passe à l'étape 4. Étape 4, on va partir du circuit encore de San Juan Vilicum pour aller à Barreal. Une étape de 196 km, donc encore une étape assez longue quand même pour du début de saison. Petit départ en bosse, et puis surtout on aura une longue montée de 25 km à 3,5% de moyenne. Alors c'est les montées habituelles de cette région, et on passera au-dessus des 2000 mètres d'altitude avec le Gruta Virgen de Andacolo, 7 km 6 à 3,8% de moyenne, qui est une côte de première catégorie. Ensuite, on aura une descente, mais on redescendra qu'à 1200 mètres d'altitude. Et ensuite, on aura 80 km au-delà de 1200 mètres d'altitude en faux plat montant sur la majorité, avec notamment une côte à Kalinsgasta à 35 km de l'arrivée, 2 km 4 à 3,6% de moyenne, côte de 3e catégorie, le Tamberias, et l'arrivée qui sera située donc à 1650 mètres d'altitude, 1638 mètres d'altitude. Donc là aussi, il va falloir faire avec l'altitude, ça peut vous mettre en difficulté, surtout à cette période-là de la saison. C'est la première fois qu'on va passer les 2000 mètres, et on n'est pas habitué parce que même quand on fait les stages en Europe, Sierra Nevada et autres, alors déjà,
Sierra Nevada et autres, c'est plus tard dans l'année. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a fait les stages à Calpe. Calpe, on monte à 700, 800 mètres d'altitude, mais pas beaucoup plus haut. On n'a pas fait de stage en altitude pour le moment pour les coureurs européens. Donc c'est peut-être ce qui va mettre en difficulté certains coureurs par rapport aux coureurs locaux, je dirais, les Colombiens, les Argentins, qui eux ont déjà pu grimper des cols au-delà de ces altitudes. Donc on verra comment ça se passera pour les coureurs dans cette étape numéro 4 et surtout pour les sprinter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on reparlera du Tour de San Juan. On parlera aussi du début des Trofeo, des Palma, des Majorques. On va essayer, vu que c'est pour la première fois, ils sont diffusés à la télé, on va essayer de les voir. Mais je ne peux pas voir de course en direct parce que sinon, ça consomme trop de données. Donc, je suis obligé de les voir en replay pour tenter de baisser au maximum la qualité et voilà, pour consommer le moins de gigas possible parce que j'ai pas des données 4G illimitées. Et même si Orange m'en a donné un petit peu, du fait que je me retrouve sans connexion Internet, du fait que ça ne va pas revenir avant 10 jours, je suis obligé quand même de ne pas utiliser tout d'un coup. Bon, j'espère que vous avez aimé tout ça, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méga Production. Ciao ciao!